Après la mort de mon père, j'ai vu ma mère et mon frère changer. J'ai ressenti en silence leur angoisse. J'ai dû grandir, sortir de l'enfance et gérer seule ma souffrance. Mon père était courageux. Bon, formidable. Cela fait 11 ans qu'il est mort. Être obligé de revenir au procès, dire la souffrance, la colère, qui a conscience des conséquences pour les familles? Dans ce témoignage, j'ai parlé avec mon cœur. 11 ans. J'avais 11 ans lorsque ma mère m'annonça sur le pas de la porte le décès de mon père. 11 ans. C'est aussi le nombre d'années qui se sont écoulées entre hier, sa mort, et mon témoignage aujourd'hui. Ce n'est que depuis peu que j'appréhende une réalité inévitable. Je connaîtrai mon père plus mort que vivant. J'ai été condamné à vivre orphelin, et cela sans aucun droit d'appel. Madame la Présidente, messieurs, dames, membres de la Cour, ce procès est politique. L'histoire de la souffrance de mon père est politique, car elle est le fruit de la politique de l'entreprise France Télécom Orange, de son actionnaire principal et de ses dirigeants. L'histoire de sa mort, une parmi des dizaines d'autres, doit être gardée en mémoire comme étant la preuve que leurs profits ont valu plus que sa vie. Nous savons qui a tué mon père. Rendez-lui justice. Faites que son suicide ne soit pas qu'une simple interpellation. Nous y sommes. Dans quelques minutes, la cour d'appel va rendre sa décision. Nous sommes confiants, mais un peu inquiets. Louis-Pierre Venès, l'ex numéro 2 de France Télécom, condamné en première instance à 1 an de prison, dont 4 mois fermes. Il rejoint Didier Lombard, l'ex numéro 1, condamné à la même peine. Son épouse le protège de notre regard. C'est peut-être la dernière occasion pour nous, syndicalistes, salariés, agents du service public, de dérouler la banderole intersyndicale. Comme à chaque fois, dans quelques instants, la police nous la fera replier. Nous troublons, paraît-il, l'ordre public. Fin du suspense. La cour d'appel vient juste de rendre public son jugement. La presse nous attend. Maintenant, on est quand même soulagés des condamnations de Didier Lombard et Louis-Pierre Venès. Et ça reste une reconnaissance de leur culpabilité par rapport à du harcèlement institutionnel. On va réfléchir, on va digérer un petit peu ce... Il faut lire l'arrêt dans sa globalité. Pour l'instant, c'est vrai que c'est quand même décevant, même si la condamnation est bien là. Nous sommes un peu sonnés. Les condamnations ont été revues à la baisse, même si elles sont d'1 an de prison avec sursis. 2 des 4 complices ont été relaxés. Certaines parties civiles ont vu leur indemnité réduite à l'euro symbolique. On a réussi à imposer, dans le calendrier juridique français, un procès qui est un procès d'envergure. Et ce jugement-là, cette condamnation-là aujourd'hui, prend tout son sens et on peut s'en satisfaire. Sur cette affaire-là, sur cette plainte-là, l'intersyndicale de France Télécom n'a pas toujours été facile, mais on l'a maintenue jusqu'au bout. Si cette procédure a pu avoir lieu, si une enquête a été diligentée, c'est grâce aux organisations syndicales. Et l'indemnisation accordée aux avocats pour les 2 mois et demi d'audience, c'est 1 500 €. Ça veut dire concrètement aux organisations syndicales, vous avez eu raison d'agir, mais c'est à vous d'en subir les conséquences. Je présente aussi le frère de Robert Perrin qui s'est suicidé, un des nombreux suicidés de France Télécom. Le message qui a été délivré aujourd'hui par la justice est déplorable. Le premier procès était équitable, correct, et le jugement était vraiment ce qu'il fallait qu'il y ait comme jugement. C'est abominable cette justice. Et c'est pas que France Télécom, c'est également dans l'autre procès Amiens et compagnie. Vous êtes le fils de Rémi Louvradou, qui était entré chez France Télécom en 1979, je crois, il y a bien longtemps, et qui, 32 ans plus tard, s'est suicidé. Le 26 avril 2011, il s'est immolé par le feu sur le parking d'un immeuble du groupe, à Mérignac, près de Bordeaux. Vous-même étiez présent à toutes les étapes de la procédure et des différents procès. Comment vous voyez cette condamnation, en sachant qu'en première instance, fin 2019, ces mêmes dirigeants avaient été condamnés à des peines presque similaires, 15 000 € d'amende, 1 an de prison, mais 8 mois avec sursis et 4 mois de prison ferme. Cette fois-ci, la prison ferme a disparu. C'est précisément ça que je vois les deux délibérés comme fondamentalement différents et pas avec des peines similaires du tout. Il y a une dégradation de la réponse judiciaire aux faits graves qui ont été commis. On était déjà dans un cadre faible de répression, c'est-à-dire que l'incarcération des prévenus n'était pas possible parce que la condamnation maximale c'était 1 an, parce qu'ils ont un casier judiciaire vierge, etc., etc. Mais au moins, à l'issue de la première instance, il y avait de la prison ferme dedans. On était sur quelque chose de maximal avec une note qui pouvait sembler répressive. Là, on n'a même plus ça. Tout a été réduit, tout a été diminué, tout a été rogné. Donc clairement, à la sortie du délibéré de la cour d'appel, on est, quand je dis on, moi et ma famille et d'autres parties civiles, il me semble, d'après les discussions qu'on a eues, extrêmement déçus, inquiets, outrés et révoltés. C'est Vito Balov, est-ce que vous comprenez cette réaction et est-ce que ce jugement, cet arrêt d'appel vous étonne? Écoutez, je comprends parfaitement la réaction de la famille Louvradou, c'est absolument légitime. Il y avait eu un message très fort donné par le tribunal correctionnel, qui était impressionnant, vraiment. C'était cette partie ferme de la peine. Mais symboliquement, leur peine est allégée. Et en même temps, la Cour est extrêmement sévère dans ses attendus. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés. Et ils sont condamnés pour un harcèlement institutionnel, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc il y a quand même un tournant là qui est pris par la jurisprudence et qui est extrêmement important. Mon inquiétude, si vous voulez, c'est que ce combat qui a été mené par Sud, puis par les autres organisations syndicales, qui est un combat mais vraiment emblématique, qui est un combat assez extraordinaire, qui ont permis que ces pratiques soient désormais visibles, donc vraiment extrêmement important. Je ne voudrais pas qu'on se dise que ça se conclut par un échec. Non.
Bonjour, je m'appelle Juliette Bourgeois. Elles et ils sont sociologues, cinéastes, médecins, juristes, écrivains, professeurs, économistes. À notre demande, elles et ils sont plus de 80 à avoir assisté à une audience en première instance ou en appel. Leur regard, leur point de vue, chacune et chacun l'a exprimé par écrit dans des chroniques que nous avons publiées. Autriche de polar. En fait, c'est un moment très important dans l'histoire. Alors, du droit du travail, moi je suis spécialisé en droit du travail, c'est important dans l'histoire du travail en général. La question qui était posée est une question essentielle. C'est la question de savoir à partir de quand est-ce qu'un management, des méthodes de gestion, un pouvoir de direction, un pouvoir patronal, est violent au point de mériter une répression pénale. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'on ait pu monter une affaire pénale. Il faut bien comprendre qu'à ces altitudes-là, celles du grand patronat, la justice pénale ne passe plus. Et même à un niveau un peu inférieur du moyen patronat, elle ne passe pas. Et le fait d'avoir obtenu une condamnation d'une peine avec sursis, finalement symbolique, est quand même une grande victoire. C'est quand même une grande victoire parce que nous sommes dans des zones qui sont des zones d'impunité. Et donc le procès France Télécom, ça nous dit ça. Ça nous dit, il est possible de se battre. Il est possible même de se battre avec du droit. Et avec du droit, on peut quand même arriver à faire des choses. Le droit est une arme qui est à notre disposition. Et donc il faut savoir s'en saisir. Ça nous dit ça. Et puis ça nous dit, bon, on est dans une société très violemment inégalitaire, avec un droit injuste et des magistrats qui ne se rendent pas compte de la violence qu'ils exercent. C'est les deux. Notre histoire commence à la fin des années 80, précisément le 30 juin 1987, jour où la Commission européenne publie un livre vert sur le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications. L'Europe veut ouvrir à la concurrence un marché prometteur. Nous, syndicalistes, salariés, agents du service public, entrons en résistance. Les télécommunications ont été le banc d'essai de la privatisation et surtout avant la privatisation de la mise en concurrence des services publics avec les entreprises privées. En France, il y a une tentative avec Longuet, qui était ministre des Postes et des Télécommunications, pour privatiser France Télécom. Enfin, pour privatiser ce qui était à l'époque la Direction Générale des Télécommunications. Il n'y a pas de licenciement en vue. Il n'y a pas d'augmentation du tarif en vue, c'est exactement le contraire. Et par conséquent, la CGT a mobilisé aujourd'hui toutes ses troupes, mais ses troupes seulement. La résistance des salariés a commencé donc dès 1987 avec une grève massive qui a empêché la privatisation. La deuxième étape a été en 1990 sous un gouvernement de gauche d'ailleurs, qui était le gouvernement Rocard, avec Paul Pilès comme ministre des PTT. Il y a eu l'éclatement de la Poste et des Télécoms qui n'ont pas été privatisés mais qui ont été transformés en établissements publics, industriels et commerciaux. Donc ça a été la première étape. Je dis que tous ceux, et notamment ceux qui, ici ou là, écrivent des papiers, que l'on appelle des tracts, et qui écrivent Monsieur Prévost, Monsieur Pilès ou le gouvernement prépare la privatisation des PTT, sont des menteurs. Sont des menteurs, ça n'est écrit nulle part, ça n'est dans l'intention de personne. À aucun moment, ce gouvernement n'a eu l'intention et n'aura l'intention de privatiser une partie du patrimoine national. La France avait pris beaucoup de retard en matière d'équipement des télécommunications, à tel point que dans les années 60-70, il y avait une plaisanterie qui courait, qui était que la moitié de la France attendait la tonalité et l'autre moitié attendait le téléphone. Et c'est sous la présidence de Giscard d'Estaing qu'il y a un plan de rattrapage massif. Et en quelques années, la France met en place un service public des télécommunications très moderne, très performant et avec un raccordement de 99% ou 90% de la population. Donc c'était très difficile d'argumenter sur le fait que ça ne marchait pas. La décision est prise, France Télécom devra changer de statut. C'est le constat du rapport d'Andelot demandé par le ministre des Télécommunications, Gérard Longuet. France Télécom ouvrira son capital à hauteur de 49%, l'État conservera la majorité des parts, 51%. Toutefois, la réaction n'a pas tardé côté syndicat. Les 155 000 employés de France Télécom sont fonctionnaires et entendent bien le rester. Dès l'instant qu'il y a profit, les petits morts. Il n'y a plus de service public. Il n'y a plus l'accès commun de tout le monde pour le service public. C'est pareil pour les hôpitaux, c'est pareil pour l'enseignement. En octobre 93, il y a eu une grève unitaire appelée par tout le monde. Il y a eu 75% de grévistes, ce qui a été une grève historique à France Télécom. Donc ça a bloqué le projet de la direction de France Télécom. Feu vert pour la réforme du statut de France Télécom. Alain Juppé a précisé dans un communiqué que l'entreprise resterait publique. Il ne prononce jamais le mot de privatisation. Le Premier ministre le fait étape par étape et avec beaucoup de précautions. Le fait que l'État reste majoritaire ne sera de toute façon que momentané. Les exemples étrangers sont très clairs sur le sujet. L'exemple de l'Angleterre avec British Telecom. British Telecom a été possédé à 100% par l'État, ensuite à 51%, quelques années plus tard à 20%, aujourd'hui est totalement privé. Ce soir, le Parti socialiste annonce son intention de réintégrer le secteur des télécommunications dans le service public dès que l'alternance le permettra. Cette mobilisation a duré parce qu'il y avait une perspective qui s'est concrétisée. Qui était l'arrivée de la gauche au pouvoir en 97, et il y avait un engagement de Lionel Jospin, le Premier ministre, celui qui allait devenir Premier ministre, de ne pas privatiser France Télécom. Il est 16h, Michel Delbar arrive à Matignon pour remettre un rapport à Lionel Jospin sur l'avenir de France Télécom, et jusqu'au dernier moment, il ne dira rien à la presse. Attendez que j'aille le présenter au Premier ministre. Dans ce rapport, le député de Dunkerque devait notamment plancher sur une question sensible, faut-il ouvrir le capital de France Télécom? La réponse est oui. Il arrive au pouvoir, il a évidemment privatisé. Depuis 1987, grève après grève, les gens ne voyaient plus le bout du tunnel. La dernière carte qui était le fait qu'un gouvernement de gauche n'allait pas privatiser, ça n'a pas tenu, voilà.
En route pour la bourse, le gouvernement a décidé de vendre 20% du capital de France Télécom. Dès le mois d'octobre, les Français pourront acheter des actions de l'entreprise. Une ouverture du capital que le ministre de l'économie refuse de nommer privatisation. Contrairement à ce que voulait faire le gouvernement précédent, qui entendait mettre une très grosse partie de France Télécom sur le marché, nous voulons la limiter à ce qui est nécessaire pour pouvoir faire cet échange de participation avec notre partenaire allemand. Une petite partie ira aussi au personnel et à l'arrivée, France Télécom restera une entreprise largement publique. Du French Canton à Wall Street pour accueillir l'opérateur français. Pour ce premier jour de cotation, France Télécom a fait une entrée plutôt remarquée sur le marché américain. Ça a été un choc, d'autant plus important que l'action, donc l'entreprise a été mise en bourse. L'action cotait à ce moment-là 27 € de mémoire, c'est pour vous dire que ça nous avait marqué, puisque je m'en souviens encore. Et elle est passée à 100 € en l'espace de quelques mois. Bon, donc déjà, pour nous, c'est des valeurs qui n'avaient aucun sens. C'est comment on pouvait passer. Donc la boîte valait beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce qu'elle avait inventé quelque chose de génial. Je sais pas quoi, non. Rien à voir, parce que dans le jeu des marchés, elle avait monté. À ce moment-là, on a commencé à voir sur nos écrans systématiquement le cours de l'action. Et il y a eu une journée, alors c'était en 2000, je pense, si je me souviens bien, où elle est montée de 100 à 200 € dans la journée. Et je me rappelle qu'on était tous devant nos écrans parce qu'on n'en revenait pas et on voyait la courbe en direct puisque la boîte nous offrait gracieusement la montée de l'action en direct et on la voyait monter de 100 à 200 € et là bon je pense qu'il y a eu une grosse crise morale j'allais dire dans le personnel parce que ça voulait dire que les valeurs que nous on avait eues jusqu'à présent n'avaient plus aucun sens. Voilà, plus aucun sens puisque de toute façon tout serait fait pour que cette action continue à monter et la preuve était faite que ça n'avait aucun rapport ni avec notre travail, ni avec les nouvelles technologies, ni avec la satisfaction de la clientèle, ni rien du tout de tout ça. La privatisation de France Télécom se poursuit. Demain, une nouvelle tranche du capital sera mise en vente. Le ministère de l'économie a bien précisé que son engagement serait à hauteur de 62% du capital et pas moins. La part de l'État passera donc de 75 à 62%. Mais c'est promis, cette offre sera la dernière. À la fin des années 90, j'avais été invité à un séminaire organisé par France Télécom, moi en tant que sociologue, pour parler de l'évolution des organisations du travail. Et à la fin de ce séminaire, un monsieur, un cadre visiblement supérieur de l'entreprise, est venu me voir et il m'a dit « Madame, vous savez quel est mon travail ?» À moi. Je dis « Non, mais vous allez me dire. » Et ce monsieur, très dignement, me dit « Je suis là pour produire de l'amnésie. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Et il m'a expliqué parce que nous sommes en train de prendre un virage vers la privatisation et le commercial, ce qui demande beaucoup de transformations en profondeur. Et mon problème, c'est de vider les cerveaux des agents de toutes les valeurs de service public dont ils étaient porteurs pour faire le vide afin que d'autres valeurs plus commerciales puissent prendre place. Et donc, mon travail, c'est de faire de l'amnésie. Je dis d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour faire de l'amnésie? Et il m'a dit, madame, c'est simple, on secoue le cocotier en permanence. Le fait d'avoir été fonctionnaire, il ne faut pas oublier qu'on prêtait serment. Je sais que tout ça a été peu raconté parce qu'on a préféré donner une image ringarde, effectivement. Mais on prêtait serment et il y avait quelque part un engagement vis-à-vis d'une mission. Et dans cette mission, il y avait le fait de faire profiter des nouvelles technologies de télécommunication le maximum d'usagers, si possible tous les usagers. Bon, il y avait quand même eu toute la période du boom du téléphone, dans les années 74-80 en gros, où le téléphone s'est automatisé partout dans les campagnes, etc. Et où les techniciens des lignes, qui étaient les fers de lance, disons, de ce développement, racontaient, moi je suis arrivé avec beaucoup d'émotion, comment les gens les accueillaient à l'entrée des villages, ils arrivaient en tirant les fils, ils mettaient le téléphone en marche avant la fin de la journée, et tout le monde était absolument, bon on comprend d'ailleurs, hein, rétrospectivement, tout le monde était ravi puisque l'automatique avait atteint même les villages les plus reculés. France Télécom publiera ses comptes pour 2001 demain. Pour la première fois depuis son entrée en bourse, il y a 5 ans, l'opérateur public français devrait annoncer des pertes conséquentes, et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le bien fondé de la stratégie de son président. Ce qui inquiète tout le monde, c'est le poids de la dette. Car pour jouer les stars mondiales, le PDG de France Télécom, Michel Aumont, s'est endetté. Des montagnes de dettes. 15 milliards d'euros en 99, plus de 65 milliards, aujourd'hui 400 milliards de francs. France Télécom est piégée par le prix trop élevé de ses acquisitions. L'action chute à près de 10 €. Thierry Breton, le nouveau PDG arrivé il y a 2 mois pour sauver France Télécom, l'a rappelé d'emblée ce matin. Cette entreprise semi-publique, autrefois tirelire de l'État, est devenue en 3 ans la plus endettée du monde avec 70 milliards d'euros, dont 15 milliards exigibles avant fin juin 2003. Quant à la privatisation complète, elle n'est plus exclue par Bercy, mais le mot n'a pas été prononcé ce matin par Thierry Breton. Mais n'empêche que la privatisation a été retardée. Elle a été retardée plusieurs fois par nos actions. Tous les projets de la faire arriver tranquillement en 88, 9, 10, etc. ont échoué. Voilà, grâce à la mobilisation du personnel. Après, elle est arrivée. Là, après, on était un peu de haut mur quand il y a eu la crise, la dette, les machins, tout ça. Bon, en plus, on n'était pas maître de tout ça, nous. Bon. Donc, et elle est arrivée, mais le rapport de force qu'on avait construit a fait qu'on a pu garder sa suite fonctionnaire. Ça, c'est clair, on a été précis. Hein. C'est dans le plus grand secret que l'opération France Télécom a été décidée hier soir à Bercy, en liaison avec le Premier ministre. Les banques ont été prévenues dans la nuit. France Télécom bascule dans le privé. L'État devient un actionnaire minoritaire. Sa part dans le capital passera de 53,1% aujourd'hui à 41 ou 43,5% une fois l'opération terminée. Et preuve que tous les tabous d'une entreprise publique sont tombés, France Télécom distribuera sous peu à ses dirigeants des stocks options. L'État réalisera une plus-value, ça lui permettra de rembourser sa dette, de désendetter la France, de donner à l'entreprise la souplesse de gestion dont elle a besoin. Je crois que c'était une opération attendue, importante et qu'elle est bienvenue. Février 2005, Didier Lombard arrive à la tête de France Télécom. Il est secondé par Louis-Pierre Venès, le cost killer, en français le tueur de coups, et par Olivier Barbereau, le directeur des ressources humaines du groupe. Didier Lombard n'est pas un nouveau venu. Il secondait Thierry Breton dans la mise en œuvre du plan TOP. Des dizaines de milliers de départs soi-disant volontaires, à grands coups de CFC, les congés de fin de carrière, une mise à la retraite anticipée financée par l'État. Les réorganisations successives ont déjà produit des effets sur le personnel.
Notre dossier du jour, il est consacré à la souffrance au travail, avec un exemple, celui de France Télécom. Un journaliste, Dominique Dessèze, a brossé un tableau accablant des conditions de travail dans l'ex-entreprise publique. Dans France Télécom, la machine à broyer, ce journaliste dénonce les conditions de travail difficiles chez l'opérateur. Les agents alsaciens qu'il rencontrait hier sont bien du même avis. Voir des gens pleurer sur leur lieu de travail parce que vous avez un responsable X ou Y, parce que vous avez un fonctionnement, parce que vous avez une entreprise qui fonctionne de telle manière que les gens sont... C'est votre bouquin, hein, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on vous a invité, mais moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Pour moi, c'est inconcevable. France Télécom n'est pas l'exception. Le stress, c'est la première maladie professionnelle en Europe. On le sait, ça. Mais à France Télécom, c'est pire qu'ailleurs. On commence à voir des choses qui sont très classiques, hein, c'est-à-dire des syndromes anxio-dépressifs, des gens qui décompensent. On voit apparaître des addictions, alcool, cigarettes, médicaments, des troubles du sommeil, parfois massifs, des gens qui n'arrivent plus à dormir, des troubles de l'appétit. On voit aussi des problèmes cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde. Donc on a une population qui va de moins en moins bien, qui est extrêmement stressée et s'installe peu à peu de la peur. Parce que vous ne savez pas ce qui risque de vous tomber à tout moment sur la tête. On peut vous annoncer du jour au lendemain que votre poste est supprimé, vous allez devoir aller travailler à 30 km, 40, 50 km de chez vous. Ça peut vous arriver n'importe quand et il n'y a aucune justification. Vous ne savez pas pourquoi ça vous arrive. Vous pouvez être quelqu'un qui fait parfaitement son travail et pourtant, ça va vous tomber dessus. Notre trio a des idées. Time to move, ça veut dire c'est le moment de bouger. Next, ça ne veut pas dire au prochain, mais nouvelle expérience des télécommunications, c'est-à-dire la stratégie commerciale. Act, c'est anticipation et compétence pour la transformation. Le volet soi-disant social que certains d'entre nous ont surnommé « Allez, casse-toi ». En ce début d'année 2006, l'heure des grandes manœuvres a sonné. Il y a un premier CA en janvier qui comme tous les CA de janvier, discute du budget prévisionnel donc, pour les 6 mois qui viennent. En janvier, au moment du budget prévisionnel, on voit qu'il n'y a absolument rien sur l'emploi, donc on demande. Enfin, je demande, parce qu'on n'était que 3, de toute façon, représentants salariés, je demande comment ça se fait qu'il n'y a rien sur l'emploi. Bon, et on me répond que non, mais parce qu'il n'y a aucun projet particulier, poursuit des réorganisations en cours, etc., etc. On arrive au CA de février, CA suivant, et là, de nouveau, on a un budget prévisionnel un peu ajusté, parce qu'il y a eu des problèmes divers et variés, je passe les détails, avec toute une série de slides, voilà, c'est comme ça qu'on dit, slides, de PowerPoint, et il n'y a rien sur l'emploi. Voilà. Donc on est attentifs tous les 3, en plus, on repose la question, il n'y a rien sur l'emploi, non, il n'y a rien sur l'emploi, etc. Et le lendemain, parce qu'en fait, les transparents qui nous sont présentés en CA passent directement ensuite dans la com externe de la boîte, en termes de communiqué de presse. Et le lendemain matin, parce que je suis quand même toujours assez méfiant, je regarde les slides et qu'est-ce que je vois? Avec 22 000, bon ça c'est quand même incroyable cette histoire, vraiment, je me rappellerai toujours. Sur le slide que découvre Hélène, l'objectif affiché pour 2006-2008 est la réduction nette d'environ 17 000, dont 22 000 départs en France. Étrange comptabilité, qui soustrait 6 000 recrutements programmés à 22 000 suppressions d'emplois en France et à 1 000 à l'étranger. 23 moins 6 000, ça fait bien 17 000. Les chiffres suffisent. Inutile de préciser qu'il s'agit de personnes. Quand on s'aperçoit que face aux décideurs, il n'a pas les mêmes slides, oui, effectivement, il y a un problème. C'est même un problème grave sur le fond, parce qu'en fait, normalement, ce qui est présenté au conseil d'administration doit être exactement ce qui est rendu public après. Hélène demande des explications à Didier Lombard. Je vous ai adressé un mail dès le lendemain du conseil d'administration du 13 février 2006. Je n'ai toujours pas d'explication sur les raisons qui ont présidé au choix de rajouter un slide à la présentation faite aux journalistes par rapport à ceux qui nous ont été présentés le lundi soir 13 février. Slide qui annonçait justement ces 22 000 suppressions d'emplois. Tout ceci m'amène à m'interroger sur ce qui a amené à cette bien étrange situation. Une annonce non dite lors du conseil d'administration et qui devient le lendemain un facteur clé de la stratégie de communication externe. Et en fait, c'était à la fois un effet d'annonce et en même temps, comme ils ne pouvaient pas faire de licenciement économique puisqu'on avait gardé nos statuts de fonctionnaire, même avec la privatisation totale, du coup, c'était une manière aussi par tous les moyens, d'annoncer au marché financier que France Télécom allait dégraisser ses effectifs. Voilà, pour dire vraiment les choses, comme elle ne pouvait pas faire de grands plans de licenciement, elle allait s'y prendre autrement. Expulser 22 000 fonctionnaires en 2 ans, ce n'est pas une sinécure. Notre trio va devoir motiver ses troupes. Le 20 octobre 2006, nos 3 dirigeants sont accueillis à la Maison de la Chimie par l'ACCED, l'association des cadres supérieurs et dirigeants de France Télécom Orange. Didier Lombard. Il faut qu'on sorte de la position mère poule. Ce sera un peu plus dirigiste que par le passé. En 2007, je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. Louis-Pierre Venès intervient ensuite. Ce que disait le président, je veux faire moins 22 000 plus 6 000, cela veut dire je veux améliorer ma productivité de 15%, 5% par an. Ça paraît quelque chose de réaliste. C'est le tour du DRH, Olivier Barbereau. Pour moi, j'aurais échoué si on ne fait pas les 22 000 départs. Pour le groupe, c'est les 7 milliards d'euros de cash flow. Les propos sont tellement crus que le compte-rendu publié fera disparaître quelques phrases, dont la fameuse expression « par la fenêtre ou par la porte ». C'est un discours qui est fait à l'égard des cadres qui vont devoir gérer cette stratégie de terreur qui consiste à mettre en fuite le personnel de l'entreprise. Et donc, pour cela, il faut les désinhiber. Je crois qu'il y a quelque chose de la décence ordinaire qui a été oublié dans l'affaire France Télécom. C'est-à-dire qu'on a mis en place une espèce de stratégie de la terreur, volontairement. On a désinhibé les cadres de façon à ce qu'ils aillent le plus loin possible. Quand on dit il faut faire passer les gens par la fenêtre, c'est un appel au meurtre. Même si, bien entendu, c'est un appel au meurtre qui n'a pas pour objet immédiatement de faire passer tout le monde par la fenêtre. Mais tout de même, c'est une brutalité absolument inouïe. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'ils en ont pris conscience eux-mêmes et ils ont fait disparaître le texte de l'intervention de Lombard de manière parce qu'ils savaient que c'était un texte dangereux qui pouvait mettre en cause la responsabilité. Il se trouve que la police l'a retrouvé. Donc on a l'ensemble des éléments du dossier. Que s'est-il passé le jour de l'annonce des 22 000 suppressions d'emplois? Le cours a monté de 1 euro.
Donc on nous a expliqué très gentiment, quelques temps après, alors dans des circonstances où on était réunis entre cadres dirigeants, on nous a gentiment expliqué que finalement nos stock options, parce qu'à l'époque on distribuait des stock options, avaient fait quand même gagner 25 millions d'euros à tous ceux qui étaient bénéficiaires des stock options, parce qu'il y avait 25 millions d'euros, 25 millions de stock options qui avaient été distribués, donc 1 euro d'augmentation, c'est 25 millions. Combien de centaines de milliers de stock options avait Didier Lombard? Combien l'annonce de suppression des 22 000 emplois lui a-t-il rapporté de façon instantanée de par les stock options qu'il avait? Et c'est ça le vrai danger aujourd'hui. Ça, c'est des sujets dont on n'a pas discuté sur le pourquoi de la violence de la politique sociale. L'appât du gain, l'appât du gain. Le pillage, l'appât du gain. À Grenoble, les cadres commencent à partir en formation et ils reviennent. Et voilà, j'ai l'occasion de voir ce qu'on leur a expliqué. Donc ils vont à ces formations Next. Et franchement, je suis ahurie. Si on n'est pas mobile, c'est qu'on se replie sur soi, on ne veut pas changer, on ne veut pas évoluer. La mobilité, c'est une opportunité professionnelle, qu'on va mettre les gens en mouvement, et degré de force quand même. Et du coup, ils me montrent aussi ce qu'ils appellent la courbe du deuil. Donc je regarde, je connais cette courbe, parce que c'est une psychiatre qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross qui a modélisé les différentes phases de deuil, et c'est issu de ses travaux sur des patients en phase terminale, dans un service de soins palliatifs. Mais je ne vois pas le rapport avec le travail, mais eux, ils s'accrochent à cette courbe. Je me souviens très bien quand j'allais voir les DRH, ils avaient les listes des salariés de leur unité, et en dessous, ils avaient moins 25, moins 40, moins 50. Ça, c'était l'objectif pour l'année. Lutter, c'est aussi inventer. Alors que la centrifugeuse tourne à plein régime, le comité d'établissement de la direction territoriale Île-de-France de France Télécom prend l'initiative de commander une pièce de théâtre à la compagnie Nage, acronyme de « Nous n'abandonnerons jamais l'espoir ». Les animateurs de la troupe écrivent ce spectacle au fil des rencontres avec de nombreux salariés qui leur confient leurs expériences concrètes. La première a lieu à Paris en novembre 2007, avant une tournée à travers la France. Vos fonctionnaires, supprimez-les. Je les déteste. Mon père était fonctionnaire. Alors vous, au moins, vous êtes expéditif. Malheureusement, je ne peux pas. Bien sûr, vous pouvez. Faut juste qu'ils partent d'eux-mêmes. Et si vous suivez mes conseils, ils partiront tous, ou ils font ce que vous voudrez. Je vous écoute. Pour résister, il faut penser. Supprimez toute résistance. Détruisez le vocabulaire. Pour penser qu'il faut des mots. Transformez-le, modifiez-le. Pervertissez le vocabulaire. Et puis faites-leur peur. Ils doivent crever de trouille. Annoncez clairement votre intention de les faire partir. Que chacun se sente menacé. On affiche ce que l'on va faire. Et c'est un instrument de pouvoir. C'est une utilisation de la peur. Ça dépasse les milieux du travail. C'est une politique, me semble-t-il, de contrôle des masses qui a été mise au point de façon très efficace pendant la période des guerres coloniales et qui est utilisée massivement dans la gestion des populations dans les banlieues. Et par extension, on trouve le même type de gestion dans les entreprises, par la peur. Oui, ça m'a énormément frappé à l'audience, énormément. Tous les témoins qui étaient entendus à l'audience parlaient de ça, parlaient de leur peur. C'est terrible de vivre avec la peur. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Sud PTT, syndicat réputé radical, s'allie avec la CFE-CGC, syndicat de cadres réputé proche de la direction. Ensemble, ils mettent sur pied un observatoire du stress et des mobilités forcées. Créé en juin 2007, l'observatoire se dote d'un conseil scientifique composé de sociologues, médecins, ergonomes, psychologues. En décembre 2007, les premières assises se tiennent avec la participation active d'élus du personnel de tous les départements. Enfin, une petite lueur. Donc nous avons repris courage. Et ça, c'est important. Je sais que dans mon syndicat, peut-être chez le vôtre, les gens commençaient eux-mêmes à se désespérer. C'est les premières assises d'Observatoire du stress. Ça fait que 6 mois qu'on existe. Je pense qu'on a fait beaucoup de boulot. Dans la presse, maintenant, on parle beaucoup de France Télécom. Maintenant, on a encore quelques mois devant nous pour transformer cet acquis-là en une force de mobilisation et faire reculer France Télécom. Le problème de fond est que la boîte veut qu'on parte. Elle veut se débarrasser de nous. Et donc, il y a une logique de casser les gens les uns après les autres, de casser les collectifs de travail. Bon, il y a des jours, je me dis, moi, les gens, oui, ils ont tout à fait conscience de ce qui se passe et autres. Mais et puis le lendemain, c'est de voir que qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est des autruches, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas concerné, on ne veut pas voir, on sait ce qui se passe, on le sait, on voit que les gens souffrent. Mais surtout, on est là et on n'a plus la capacité de réagir. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment on va pouvoir amener tous les gens avec nous, qu'on soit syndicaliste ou pas. Évidemment, à l'époque, on a déjà regretté que les autres organisations ne nous rejoignent pas, et donc ce face-à-face, entre guillemets, ou ce tête-à-tête avec Sud a forcément été une source d'interrogation à la CFE-CGC. On sait que ça a été bien sûr à Sud, et ça a valu à la fois quelques débats agités au sein de France Télécom en disant peut-on vraiment s'allier sur ce projet commun qui était l'Observatoire avec Sud. La Confédération elle-même s'est interrogée et nous a demandé quelques explications. On les a fournies. On a expliqué que l'intérêt des personnels passait avant, que la situation était grave, que le diagnostic que nous avions été partagé avec Sud et qu'il fallait agir. Je suis membre du CHSCT de l'unité intervention Pays de Loire. En 2003, nous avons eu un collègue qui s'est suicidé dans nos locaux. Notre entreprise s'est très vite chargée de communiquer en disant « ce n'est pas notre faute, il est en instance de divorce ». Lorsque nous avons eu notre CHSCT extraordinaire, sa femme et ses enfants ont fait un courrier dans lequel il était, avec un respect et une pudeur exemplaire, où il expliquait l'état dans lequel était son mari. C'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, il était mécanicien à France Télécom. Depuis 2 ans et demi, plus de mécanicien, donc il a été transféré dans plusieurs travaux techniques.
Et elle avait vu que son état se dégradait, et par ce fait, sa vie familiale se dégradait. Et elle expliquait qu'elle aimait son mari, que ses enfants y tenaient, et qu'à aucun moment, elle ne pouvait croire que c'était à cause d'eux qu'il s'était suicidé. Nous étions en 2003. Donc en 2003, nous étions encore sous l'ancienne forme du CHS, c'est-à-dire un CHS, pas un CHSCT. Et nous avons été complètement, en tant que membres du CHSCT, cloués par notre hiérarchie. Et ce sont une responsabilité que j'ai encore, que je porte, une culpabilité que j'ai même, de ne pas avoir au moins essayé de laver la mémoire de ce collègue. Le 11 février 2004, c'est moi-même qui ai intervenu pour sauver quelqu'un avec des amis. C'est un technicien de Lignard qui s'est pendu avec un 278 dans son garage pendant son temps de travail. Alors, premièrement, je pense que j'ai participé à 5 CHSCT sur des suicides, notamment un suicide où on a trouvé nu dans un répartiteur, le 3 août 2006, à Bulle-les-Mines. Systématiquement, notre entreprise dit clairement qu'il y a des problèmes d'alcoolémie, des problèmes de divorce, des problèmes sociaux. Et je reprends votre intervention, monsieur, parce que moi, personnellement, je ne pourrais jamais parler d'un suicide. Je pense que c'est très difficile de discuter quelque chose, publiquement, même avec des amis, parce qu'on l'a au fond de nous, et on s'en veut. Vous savez, moi, je vais vous dire clairement, le 12 ou le 13 février 2004, on a débrayé à 150 salariés, et il y avait un slogan, jamais plus ça. 2 mois après, il y en a eu un nouveau. 3 mois après, il y en a eu un nouveau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Châteaubriand, Saint-Malo, Carcassonne, Béziers, Dax, Compiègne, autant de sites supprimés pour satisfaire les 22 000 suppressions d'emplois programmées sur ces 3 années. Les rapports sur le stress sont nombreux, rédigés par la médecine du travail ou par la direction, ils font tous état d'un grave malaise. Le climat social s'est tendu, à tel point que 2 syndicats, Sud et la CGC, ont lancé un observatoire du stress sur Internet. En 3 semaines, 3000 personnes y ont répondu. La direction bloque l'accès Internet au questionnaire et adresse aux salariés un courrier pour en dénigrer les résultats. Les chiffres publiés ce matin par Sud et CFE-CGC ne sont en rien représentatifs du climat social chez France Télécom. Le groupe déploie actuellement des cellules d'écoute et d'accompagnement qui seront opérationnelles sur tout le territoire dès la mi-octobre 2007. Ça ne me plaît pas du tout la façon dont ces cellules sont organisées, parce qu'elles ne respectent pas la déontologie médicale. Le secret médical n'est pas garanti. Alors le secret médical, c'est la base de la déontologie médicale, c'est ce qui fonde l'identité d'un médecin, profondément. Je vais à la formation, et voilà, c'est une comédie. Pour moi, c'est une comédie ce qui se déroule ce jour-là. Je l'ai raconté au tribunal, on a M. Vénès qui vient nous saluer, nous souhaiter la bienvenue le matin. On est tout un tas de médecins de toute la France. Il revient sur la fin de matinée, sur le coup de 11h, pour voir comment ça se passe. On est quand même quelques-uns de médecins, on lève timidement le doigt pour lui dire « mais on n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible, c'est contraire à notre déontologie, on ne peut pas accepter ça. » Et alors il balaye ça, mais d'un revers de la main. « Mais je ne vous demande pas votre avis, vous êtes salarié de l'entreprise, il faut obéir. » Les personnes n'avaient plus la possibilité d'aller parler à un médecin du travail en étant garantie du secret médical, mais se retrouvaient face à quelqu'un de la hiérarchie, dont l'objectif, à l'évidence, n'était pas le bien-être. Ces cellules d'écoute se sont fondées en plus sur un dispositif de délation. C'est-à-dire, vous êtes dans un bureau, vous êtes dans un collectif de travail et quelqu'un ne va pas bien, vous êtes prié d'avertir la cellule d'écoute. Derrière ça, c'est une manière finalement de désigner et de rendre responsable la personne qui a une crise de larmes au milieu d'une réunion, par exemple, de dire c'est elle qui est fautive. Dans un collectif de travail, si une personne va mal, c'est que le collectif va mal. Il y en a un, Charles, toujours en tête, largement au-dessus des autres. En revanche, il est clair que 2 d'entre vous ne sont globalement pas au niveau. Je parle de vous, et je parle de vous. Ne croyez pas que vous êtes vous-même à l'abri. Personne n'est à l'abri. D'ailleurs, ce serait immoral si les chefs étaient plus à l'abri que leurs subordonnés. Vous avez pensé à changer de service? Regardez, je vous amener les dernières offres qui circulent en ce moment sur Planète Emploi, regardez celle-là. Vous avez réalisé 20% de plus que d'habitude. Eh bien, nous allons augmenter vos objectifs de 5%. Tu dis 5%? Ben non, 10%. T'as vu ton attitude? T'arrives, tu dis bonjour à tout le monde, tu prends tes aises. Tu m'as pissé sans me demander? Et ben voilà, il me trouve toutes les qualités de vendeuse pour m'orienter vers la vente. Toi, vendeuse. Il me dit d'y aller au moins un jour au 10-14 pour essayer. Je vais pas pouvoir refuser éternellement. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? C'était il y a 1 an, la fin d'un long calvaire pour Jean-Michel. Ce salarié de France Télécom décidait de se jeter sur ses rails. Anne-Marie, une de ses très proches collègues, était alors au téléphone avec lui. Elle n'a pas pu éviter le drame. Jean-Michel était tout à fait en pleine crise de désespoir, donc il pleurait au téléphone. C'est terrible, vous savez, ça a duré 1 heure où j'ai essayé de le raccrocher à la vis. Je souhaite à personne de vivre ça et franchement, je pense toujours à sa famille. Et je pense toujours que l'entreprise avait la solution en main. Il a laissé à Anne-Marie une lettre produite sur ce tract. Il y décrit son métier comme un enfer. Ce technicien dans l'âme avait été muté 2 ans auparavant contre son gré dans un centre d'appel comme commercial. Dans le syndicat, c'était pas du tout l'unanimité.
Au contraire, la question du suicide était une question taboue pour beaucoup de gens. Il s'est passé du chemin après qu'on est arrivé jusqu'à l'Observatoire du stress, où là, on a eu un vrai débat entre nous sur ces suicides. Il faut qu'on en parle, mais ça ne faisait pas du tout l'unanimité. Donc je voudrais bien savoir comment c'est chez toujours vous. hyper compliqué. Est-ce que tu ne vas pas me déranger la famille, d'en parler Voilà, on est toujours dans ces thèmes-là. Hein. C'est pas si simple que ça. Évidemment, au départ, tu t'assures un peu. Alors, généralement, c'est la famille ou l'avocat de la famille. Très souvent, les boîtes deal, parce que nous, on a eu plein de cas où la poste en direct avec la famille. Donc, au bout d'un moment, t'avais plus personne, mais on avait quand même un. C'était le sens des collègues, hein, Voilà. en disant la boîte va dealer, et si tu communiques, est-ce que tu vas pas empêcher le deal avec la famille sur la mort? On a la même chose à l'aéroport de Paris, on a une assurance vie, hein, on paye pour ça, et quand il y a un décès, automatiquement, l'assistance sociale intervient auprès de la famille pour faire signer un formulaire. Et moi, j'ai eu le cas du salarié qui est décédé, hein, qui faisait plus partie de l'entreprise. L'assistance sociale est venue la veille de son enterrement pour lui dire qu'elle allait toucher un chèque de 90 000 €. Mais je sais que c'est compliqué dans mon organisation. On arrive à bouger les lignes, on avance doucement parce que je suis là aujourd'hui. C'est mon organisation qui m'a permis de venir, hein, je suis pas venu comme ça. Mais je vois bien que dans les autres organisations syndicales, c'est encore tabou. On n'ose pas aller là-dedans, on n'ose pas montrer du doigt l'employeur comme étant le responsable. C'est très grave d'accuser l'employeur de la souffrance du travail et des suicides des salariés. Nous, à l'époque, qu'est-ce qu'on avait fait en Normandie? On faisait un communiqué de presse, ce qui nous a permis de rattraper un certain nombre de familles qui sont venues au procès après, parce qu'elles ont retrouvé ce communiqué de presse, via la presse, ils ont pris contact, ils ont pu nous récupérer. Parce que la grande difficulté qu'il y a, c'est si ce lien à la famille n'existe pas, on est totalement soumis à ce que l'entreprise va bien vouloir vous dire. Puis il y a toujours cette question où on oppose le travail et le perso. Alors la boîte dit il avait des problèmes personnels. Hein. Si quelqu'un se suicide, c'est qu'on peut imaginer que tout s'effondre. Donc la question qu'on a à traiter, nous syndicalistes, militants syndicaux dans les entreprises, c'est pourquoi le travail s'est effondré aussi. La question c'est pas de savoir si c'est le travail ou le personnel, mais en tout cas si quelqu'un se suicide, c'est que le travail s'est effondré aussi. À la rigueur, c'est une roue de secours le travail quand il se passe bien. Quand vous avez des problèmes familiaux, mais vous avez un travail où vous passez quand même toute la journée, 8 heures, où vous avez des collègues, où vous avez une très bonne ambiance, ça c'est votre bouée de secours. Ce qui est quand même très nouveau depuis un certain nombre d'années, c'est les suicides sur le lieu de travail. Et là, à Bobigny, sur le cas de notre directrice, c'était suicide sur le lieu de travail avec une lettre mettant directement en cause l'éducation nationale, même là, où quand même, c'était fléché. Et en fait, il y a eu ce cas-là, mais il y a beaucoup de suicides et on n'a absolument aucun chiffre. Enfin, c'est l'omerta totale. En 2003, il y avait le rapport des assistantes sociales de la Poste et il y avait le nombre de suicides. Voilà. Et à partir de 2003, plus de rapport des assistantes sociales. Enfin, en tout cas, plus les suicides dedans. En février 2008, l'Observatoire du stress prend la décision de recenser et de comptabiliser tous les suicides de salariés de France Télécom. Un douloureux décompte qui ne cesse de s'allonger et qui l'année suivante va produire des effets spectaculaires. En attendant, les affaires continuent. On va vous tendre une enveloppe, monsieur le ministre, et vous allez nous révéler le manager BFM 2008. Alors le manager BFM 2008, bien c'est Didier Lombard, qui est président d'Orange. Monsieur Didier Lombard. Bonsoir Didier Lombard. Bonsoir. C'est votre premier actionnaire qui est à ma gauche, là. Oui, alors je voudrais d'abord remercier le ministre d'être venu pour remettre ce prix, parce que je sais que ces instants sont précieux dans les moments de crise. Tout en remarquant que tous les ans, nous apportons régulièrement, Orange apporte sa modeste contribution dans les colonnes de recettes, grâce aux généreux dividendes que nous distribuons. Mais on va continuer, et on va essayer de continuer à le faire augmenter. Que se passe-t-il chez France Télécom? Le nombre de suicides ne cesse d'augmenter au sein du personnel. Que se passe-t-il à France Télécom? Les suicides se multiplient parmi les salariés du groupe français. Ils sont 18 à avoir mis fin à leur jour depuis 1 an et demi. 10 autres ont fait des tentatives. Que se passe-t-il chez France Télécom? Il faut se remettre en 2009. En septembre 2009, la presse ne parlait que de ça. Mais que de ça tout le temps. Et tout le monde guettait en se disant, mon Dieu, pourvu qu'il n'y en ait pas un autre qui meurt, qu'un autre se suicide. Enfin, c'était ça. Donc l'État, quand il a un sujet brûlant, c'est brûlant ça, comme ça, il a besoin de montrer qu'il fait quelque chose, peu importe le sujet. Et le voilà convoqué au ministère du Travail. Une première pour le patron de France Télécom. L'ingénieur de formation va devoir s'expliquer devant toute la presse. 23 suicides en 1 an et demi dans son entreprise. Didier Lombard a voulu montrer sa détermination. La première urgence aujourd'hui, c'est d'arriver à contrôler et à arrêter le phénomène de contagion qui est en train de se développer, cette espèce de spirale infernale de suicide qui s'est enclenchée. Soucieux d'éviter la contagion des suicides, le PDG utilise au passage une expression bien malheureuse. Il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde. 2 nouvelles mesures sont annoncées, la mise en place immédiate d'un numéro vert avec des psychologues extérieurs et l'ouverture vendredi des négociations sur le stress et les risques psychosociaux. Au cours du mois de septembre, il y a eu cette fameuse réunion du CNHSCT du 24 septembre 2009, où le directeur général du travail m'a demandé de l'accompagner. Je lui ai dit oui, mais qu'est-ce qu'on va y faire exactement? Donc lui me dit, je suis chargé par le ministre de booster les négociations sur le stress au travail. Il faut que l'entreprise se négocie, discute avec certaines personnes. Oui, mais moi, c'est pas le boulot d'un inspecteur du travail, voilà, ça là, vous êtes au niveau national. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire une enquête, pour le coup. On a quand même des à l'époque, je sais plus combien on avait, une vingtaine de suicides qui avaient été médiatisés, qui étaient ressortis. Et donc, moi, je vais proposer de faire une enquête au niveau national sur ces suicides. Le DGT m'a dit d'accord. Cet après-midi, au siège de l'entreprise, lors d'un conseil d'administration extraordinaire, le représentant de l'État a solennellement répété que France Télécom devait bouger dans les 3 mois qui viennent.
Bon, là, ça a été la crise, puisque Lombard a dû prendre la parole, Barbero a bafouillé un truc, il a dit non mais écoutez, vous vous rendez compte que c'est grave, il a commencé à taper le représentant de l'État, pourquoi je me rappelle pas qui c'est bizarre, taper sur la table, tout ça, nous on regardait, depuis pourquoi on vous le dit, quand même, franchement. Voilà, bon, mais ça fait partie du cirque, hein. Il n'était pas brusquement indigné alors qu'il nous avait pas entendu en juillet. Simplement, on lui avait dit tu t'indignes parce qu'il faut quand même montrer que l'État ne marche pas, donc voilà. Mais dans le conseil d'administration, les représentants de l'État ont été d'une discrétion absolue, mais de toute façon, d'une manière générale, ils se comportaient comme des actionnaires. En fait, moi j'ai entendu personne. Je travaillais sur documents. J'ai récupéré le travail des autres, que ce soit les médecins du travail, que ce soit les CHSCT avec les expertises CHSCT, que ce soit l'Observatoire du stress, mes collègues de l'inspection du travail qui aussi avaient fait un travail là-dessus. Parce qu'en fait, c'est une sorte de puzzle qu'il fallait reconstituer. Tout existait ailleurs, réparti. Les seuls qui avaient fait une analyse globale, c'était l'Observatoire du stress, qui effectivement avait fait quand même une analyse assez poussée déjà au départ hein, de la situation, à partir d'enquêtes, d'expertise CHSCT, qui les expertises CHSCT ont rempli un rôle essentiel dans cette affaire. Sans expertise CHSCT, il n'y avait pas de dossier France Télécom. C'est l'accueil des salariés de France Télécom pour leur PDG, Didier Lombard, venu sur le site où travaillait l'employé, qui s'est suicidé. 9h30 ce matin, Jean-Paul se jette de ce viaduc haut de 50 mètres. Âgé de 51 ans, père de 2 enfants, il laisse une lettre accusant directement France Télécom d'être responsable de ce passage à l'acte. Il y a des gens là qui vivent très mal, qui vivent très mal ce qui s'est passé parce que Jean-Paul, tous les soirs, il disait à sa collègue avec qui il rentrait, j'en peux plus, quoi, c'est pas fait pour moi. Mais ici, on s'en moque. Nous avons ouvert un grand chantier. J'ai dit que le France Télécom d'avant ne serait pas le même que celui d'après. Il n'est pas normal que l'humain ne soit pas passé en tête de nos préoccupations. Aujourd'hui, c'est toute la direction de France Télécom qui doit démissionner. C'est-à-dire que les gens qu'on a pu voir là, eh bien, c'est des gens qui n'ont pas leur place, ils sont en décalage absolu, ils défendent les intérêts des actionnaires, les intérêts du capital, et l'humain, ils en ont rien à faire. Comment traiter ce sujet en droit? C'est pas si simple. C'est un sujet, on voit bien la douleur des gens, on voit bien les effets, mais comment on l'aborde en droit? Alors déjà, j'avais commencé, moi, je m'étais dit, je ne vais pas partir que des suicides. Dans mon rapport, je n'ai pas traité que des suicides. Parce que je me suis dit, ça va conduire à chercher le lien direct entre le suicide et des actes de l'entreprise. Et là, c'est casse-gueule. Donc je me suis dit, non, ça, c'est pas un bon angle d'attaque. Et j'ai travaillé sur la notion de mise en danger d'autrui. En fait, il y a des organisations du travail qui peuvent être pathogènes et qui mettent en danger. Et donc, j'avais construit le rapport comme ça. Et au mois de novembre 2009, courant novembre, tombe un arrêt de la Cour de cassation chambre sociale, qui est une jurisprudence donc, hein, puisque c'est un arrêt de la Cour de cassation chambre sociale, disant des méthodes de management peuvent être constitutives du harcèlement moral. C'était la première fois. J'ai travaillé un petit peu, et je me suis dit, bon, je vais viser aussi le harcèlement moral, compte tenu que ça s'arrête à la Cour de cassation chambre sociale, en disant, bon, après tout. La pression monte autour de la direction de France Télécom après le 24e suicide d'un employé de l'entreprise. Les députés socialistes et communistes réclamaient hier la démission du PDG Didier Lombard. Ce matin, c'est au Sénat que Didier Lombard, le patron de France Télécom, a dû s'expliquer. Devant la commission des affaires sociales, il promet plus d'écoute. Toutes les mutations forcées ont été gelées jusqu'à la fin du mois d'octobre. Un cabinet indépendant sera chargé d'un audit sur les suicides dans l'entreprise. Le phénomène Orange France Télécom a ceci de particulier par rapport à d'autres missions que nous avons pu mener, c'est que vous avez déjà une couverture nationale. Vous avez en fait 104 000 personnes dans l'ensemble des départements en France. C'est quand même la première fois qu'il y avait une telle mission qui se faisait à ce niveau-là en donnant la parole aux salariés. Et on a réussi cette gageure de donner la parole dans des conditions très rapides en ayant validé avec le comité de pilotage un questionnaire de 174 questions et vous avez 80 000 personnes qui vont répondre. C'est énorme. Lorsqu'on a lancé le questionnaire, 2 jours après, alors qu'on avait déjà 25 000 salariés et fonctionnaires qui avaient répondu, on a eu en fait une attaque assez sérieuse sur le serveur. Bon, qu'on a réussi à gérer, mais qui était un peu significative des enjeux de la période sur cette affaire de questionnaire. Parce que le questionnaire a permis véritablement de libérer la parole, en fait. On a signalé, bien entendu, cette affaire à l'époque à M. Barbero, qui a pris les mesures pour que, je dirais, il y ait en fait un rétablissement d'une situation qui était respectueuse du travail que nous faisions. Louis-Pierre Vénès n'est plus le bienvenu à France Télécom. La pression était trop forte, le numéro 2 de l'entreprise a donné sa démission. Dans un communiqué ce matin, il a demandé à Didier Lombard, PDG de l'entreprise, de le décharger de ses responsabilités. Cette crise a eu un coût majeur pour France Télécom, un coût bien sûr d'image. Et plus de 10 ans après, on continue d'en parler. Et ça a fait le tour du monde. France Télécom a été un peu le symbole, peut-être, de certaines dérives managériales qui ont conduit à ces situations. Et puis je dirais plus prosaïquement, je pense que des travailleurs, quel que soit leur métier, qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font, qui ont honte de dire pour quelle entreprise ils travaillent, et qui arrivent dans leur activité quotidienne avec un peu la boule au ventre, comment voulez-vous qu'ils soient performants? Notre travail, nous, a permis de montrer que globalement, vous aviez 25% de la population active qui était dans une situation soit de détérioration massive des conditions de travail, soit d'altération massive des relations professionnelles au travail, ou de ce qu'on appelle de désajustement professionnel, c'est-à-dire des gens qui étaient employés, mais qui n'étaient pas du tout, leur emploi n'était pas du tout en conformité avec leurs compétences. On a eu en très peu de temps 45 000 salariés, fonctionnaires, qui sont sortis de France Télécom Orange sans aucune garantie collective. On a souvent, nous, l'expression en tant que sociologue, psychologue chez nous, médecins, etc., on dit souvent le harcèlement moral, qu'est-ce que c'est? C'est casser les gens pour qu'ils se cassent. C'était exactement ça. Abasourdi. Les salariés de France Télécom viennent d'apprendre le suicide de leur collègue. Didier, ingénieur de 48 ans, père de 3 enfants, était en arrêt maladie depuis 1 mois. En 1 mois et demi, c'est le 2e suicide au centre de recherche de Lannion. Je crois que plus que jamais, il faut que nous accélérions
l'ensemble des mesures que nous prenons pour sortir de cette spirale infernale, parce qu'il faut absolument arrêter cette vague de suicides. Je pense que de toute façon, son départ était inéluctable. Parce qu'il y a une forme de sanction d'une responsabilité, surtout sur un sujet aussi lourd que ça. Vous pouvez avoir une année des mauvais résultats, vous pouvez faire une erreur stratégique qui peut être sanctionnée par un départ, bien entendu. Là, on est sur autre chose. J'ai trouvé une entreprise qui était un peu en état de choc, qui était plongée dans une forme de dépression collective. Je pense qu'il y a quelques décisions symboliques qui ont montré que j'étais pas dans le déni de ce qui avait pu se passer. Je pense que dans ces décisions symboliques, il y a eu celle de reconnaître certains de ces suicides en accident du travail. On ne peut pas dire que les équipes, je dirais notamment les équipes juridiques, étaient très favorables à cela. Et je pense qu'on ne peut pas reconstruire sur du déni, en fait. À la fin de cette terrible année 2009, le syndicat Sud PTT dépose le 15 décembre une plainte auprès du procureur de la République. Les autres syndicats se constitueront tous partie civile. En février 2010, l'inspectrice du travail, Sylvie Catala, adresse un signalement auprès du procureur de la République. 82 pages d'une enquête remarquable qui établit pièce à pièce la responsabilité des 3 dirigeants. Ces 2 documents vont enclencher la saisine de 2 juges d'instruction et aboutir 10 ans plus tard au procès. Inauguré un mois plus tôt, le tribunal judiciaire de Paris est flambant neuf. 4 ans ont suffi pour le construire. Notre plainte, elle, a mis 10 ans pour aboutir à ce premier jour d'audience. On connaît la lenteur de la justice, mais en utilisant systématiquement tous les recours, les prévenus ont allongé les délais. Leur armée d'avocats ne leur a rien coûté, c'est l'assurance qui paie. On espère, nous, que ces dirigeants seront condamnés, que France Télécom en tant que personne morale sera condamnée, que ces entreprises-là sachent qu'elles peuvent être condamnées, condamnées lourdement, individuellement en tant que PDG, mais aussi parce qu'il faudra parler indemnisation. Plein de gens ont accepté de rendre compte le jour du procès. Aujourd'hui, il y aura une dessinatrice, Claire Robert, et Thomas Coutreau, que tout le monde connaît. Demain, ça sera Xavier Mathieu qui rendra compte du procès. Jeudi, ça sera un écrivain de science-fiction, Alain Damasio. Vendredi, Marianne Dujarrier, une sociologue. On savait que ça allait être un procès au long cours, avec des audiences extrêmement longues. Et on s'est très vite dit que si on se contentait de faire des comptes rendus syndicaux de ces audiences, on n'arriverait pas à toucher un peu largement autour des enjeux qui allaient se jouer au sein de l'enceinte judiciaire. Et donc la meilleure manière peut-être de pouvoir en rendre compte, ça va être d'essayer de multiplier les points de vue. J'ai sollicité le carnet d'adresses qui s'était accumulé au fil des années. Et très vite, il y a eu un engouement pour venir participer à ces chroniques. Et tout ça a marché un petit peu par... alors je suis pas croyant, donc c'est pas un miracle. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui a fait que une idée qui était une idée comme ça, qui était venue et qu'on avait trouvée belle, s'est concrétisée. Et les chroniques ont pu, au fil des jours aussi, braquer des regards puissants et une lumière puissante sur ce qui s'était joué au sein de cette entreprise pendant ces années-là. Cette ouverture vers l'extérieur, dont les chroniques sont un des aspects, était évidemment nécessaire. C'est presque une leçon de syndicalisme aussi à retenir. Restez pas tout seul, les gars. Allez chercher du soutien. Il y en a. Pour moi, comme pour d'autres, France Télécom, c'était un peu à nous. Comme Renault. C'était un peu à nous. Donc, que ça se passe si mal, que ça fasse des morts, que les gens soient si malheureux, c'était aussi à nous qu'on faisait du chagrin. Et plus que du chagrin, de l'indignation. Ce procès, c'est déjà une victoire. Une victoire contre le déni, une victoire pour les victimes, même si notre association regrette que dans les qualifications retenues n'intervienne pas l'homicide involontaire, qui au regard du préjudice subi par les victimes et au regard aussi de la faiblesse des peines encourues par le harcèlement moral, aurait mérité d'être retenu pour ce qui nous concerne. Les grands procès sont des procès qui portent sur une question. Il est impossible de traiter plusieurs questions à l'intérieur du même procès. Globalement, en tout cas, ce qui va marquer dans cette affaire, c'est le grand procès du harcèlement moral, c'est le premier procès, j'allais dire, des conditions de travail. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu la possibilité de joindre la question de l'homicide involontaire, qui posait des problèmes techniques importants. D'abord, celui de la capacité qu'aurait eu la défense de discuter la cause du suicide. Il aurait donc fallu disséquer devant la famille les difficultés privées de chacune des victimes. C'était absolument insupportable à tous les points de vue. J'ai eu du mal à rentrer dans la problématique des harcèlements moraux et des risques psychosociaux. J'y ai vu au départ une psychologisation des relations du travail qui me semblait dangereuse. Ce qui en a été fait par la jurisprudence, finalement, rend maintenant cet objet particulièrement intéressant et on s'aperçoit qu'il rejoint finalement un des grands problèmes du travail à l'heure actuelle, c'est les violences psychologiques que subissent les salariés. Aujourd'hui, l'épilogue judiciaire de cette longue procédure est également symbolique. Pour la première fois, une entreprise du CAC 40 a été condamnée pour harcèlement moral. Plusieurs hauts dirigeants ont également été sanctionnés. Ils ont été condamnés à 1 an de prison, donc 4 mois ferme, une peine extrêmement lourde. Reconnu coupable de harcèlement moral, France Télécom et Didier Lombard, son ex-PDG, condamnés à 1 an de prison, dont 4 mois ferme. Tout comme l'ex numéro 2 et l'ex-DRH de la société. Une première. Réjouissons-nous de cette formidable journée. Notre conférence de presse a fait le plein. Les 341 pages de jugement sont une démonstration implacable. Il y a les condamnations, bien sûr. Il y a aussi 118 parties civiles supplémentaires déclarées recevables et à qui des indemnités de 10 000 euros sont accordées. France Télécom ne fera pas appel de sa condamnation. Il va mettre en place une commission d'indemnisation. Plus de 1500 salariés victimes des méthodes managériales seront dédommagés. Les dirigeants condamnés feront tous appel. Seul Olivier Barbereau se désistera plus tard, acceptant de ce fait sa condamnation. Ce jugement est un instrument de travail pour l'avenir entre les mains des organisations syndicales et des victimes. Je trouve qu'il fallait beaucoup de courage
pour prendre cette décision de porter plainte contre son employeur. C'était loin d'être facile, alors il a fallu du temps, mais c'est une victoire exemplaire. Quant à la défense de Didier Lombard, elle dénonce un jugement basé sur l'émotion et non sur le droit. Il ne se sent pas coupable, il le dira devant la cour d'appel et s'il le faut devant la cour de cassation. Nous, on espère simplement qu'il y ait confirmation du jugement qui est eu en 2019. 3 ans après l'ouverture du premier procès, notre conférence de presse attire moins les médias. Tout a été dit et bien dit, rien de nouveau à se mettre sous la dent. Comment trouver l'énergie pour ce nouveau procès qui s'ouvre demain? Pourtant, tout est à recommencer. Le fait même que Lombard et son équipe décident de faire appel, pour moi, c'est aussi prolonger la violence. Parce qu'on sait que l'appel, c'est recommencer le procès. C'est des nuits blanches avant, après. C'est revivre tout ce qui s'est passé au moment de la mort de celui qui est décédé. Et c'est insupportable. Systématiquement, c'est une pratique décidée au niveau du patronat, c'est que systématiquement, on fait appel. Pour moi, c'est une forme de mépris. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils n'ont jamais cessé, dans l'enceinte de justice, d'être des grands patrons et de se comporter comme tels et de s'adresser aux autres comme tels. Pour moi, c'est juste le signe d'une telle absence de modestie, d'une telle absence de remise en cause, d'une telle supériorité intégrée que c'en est très inquiétant. Ils avaient l'air aussi, souvent, alors quand ils n'étaient pas un peu indifférents, de ne pas comprendre ce dont on les accusait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. C'est une capacité à mettre à distance et à faire comme si les décisions qu'ils prenaient ne concernaient pas vraiment des êtres humains avec leur histoire, leurs problèmes, leurs engagements dans une maison, dans un prêt financier, je veux dire, comme si c'était vraiment des objets, des choses. Et je crois que c'est très représentatif de la pensée technocratique. On fait comme si c'était véritablement des pions. Ça m'a évoqué, je pense, l'accusation qu'on aurait pu porter vis-à-vis de sous-officiers ou d'officiers qui auraient envoyé leurs soldats, leurs troupes au massacre en le sachant, mais finalement en obéissant au langage purement administratif. Et c'est là où on retrouve aussi tous les thèmes qu'a pu développer Hannah Arendt au moment du procès Eichmann sur la banalité du mal, qui est une expression qu'on comprend mal parce qu'elle est très claire chez Hannah Arendt, c'est que si on renonce à la capacité de penser, on renonce aussi au jugement moral. Ce qu'on a mondialisé, c'est la cruauté d'un management par les chiffres. Comme le disait déjà Max Weber, il y a un siècle, on finit par croire aux chiffres comme notre civilisation a cru aux esprits. Et je crois qu'il y a une espèce d'animisme numérique qui s'est emparé aujourd'hui de nos modes de civilisation et de notre manière de vivre ensemble. Et je crois que cette sacralisation des chiffres, c'est pas pour l'économie, c'est même pas pour du profit. C'est une façon de coloniser les rapports sociaux et de coloniser les esprits pour penser selon les critères de valeur du capitalisme, et en particulier d'un capitalisme financiarisé, c'est-à-dire où effectivement tout est converti en chiffres et en monnaie. Pierre-Louis Vénès a fait projeter au tribunal des petits clips, des petits films de communication interne à France Télécom qui mettaient en scène ces déplacements de terrain. L'idée qu'il pouvait accéder à la parole sincère des salariés de cette façon-là était évidemment totalement absurde, mais il ne semblait pas en douter du tout, et il expliquait au tribunal que c'était bien la preuve, puisque personne ne lui avait jamais dit lors de ses visites qu'il y avait un problème, c'était bien la preuve qu'il ne pouvait pas savoir qu'il y avait un problème. De ce point de vue-là, le tribunal a établi quand même, y compris en appel, qu'il ne pouvait pas ne pas savoir, puisqu'il y avait de nombreuses alertes émanant des syndicats, émanant des CHSCT, de l'inspection du travail. En gros, pour eux, les syndicats, les élus du personnel, c'est des gens qui sont là pour geindre, qui sont là pour se plaindre, et donc c'est pas des sources d'informations fiables et intéressantes. Je pense que c'est quelque chose d'assez caractéristique dans ces couches dirigeantes, le fait que les élus du personnel, sauf quand ils sont particulièrement dociles, ce qui arrive aussi avec certains syndicats, n'ont aucune crédibilité à leurs yeux. Je voudrais corriger l'atrophie du dialogue social et de la discussion dans les entreprises de France. Développer les droits individuels et collectifs des travailleurs. C'est ainsi que Jean Auroux, le ministre François Mitterrand, est venu présenter aux salariés les 4 lois qui portent son nom. Sous les coups de boutoir du patronat et avec l'aide active de la plupart des gouvernements, beaucoup des dispositifs mis en place en 1982 ont été progressivement stérilisés ou annulés. Comme un point d'orgue aux régressions sociales, les ordonnances Macron en 2017 ont enterré les CHSCT. Ces comités d'hygiène, de sécurité et surtout des conditions de travail qui, au fil du temps, étaient devenus des contre-pouvoirs gênants pour les directions d'entreprise. On voulait changer la vie. Rappelez-vous, c'était le slogan, changer la vie, et dans le monde du travail. D'où citoyenneté, acteurs et les institutions qui vont avec. Les CHS existaient, mais c'était uniquement hygiéniste et sécuritaire. En rajoutant le CT, c'était d'agir pour les conditions de travail, que ce soit les conditions humaines, mais l'environnemental, etc. Les conditions de travail et les accidents du travail qui sont au moins aussi nombreux presque aussi nombreux que ceux de la route. On a transformé, sous prétexte de simplifier, en faisant un CSE au lieu de CE, etc., on a tué les CHSCT pour faire une commission qui n'a pas la personnalité civile, qui n'a pas la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rester en justice pour mettre en cause des décisions néfastes. Donc le résultat, c'est que là, c'est encore un outil qu'on a enlevé aux salariés. Alors, à force de démonter les choses, il ne faut pas s'étonner que des jeunes aujourd'hui qui ont des formations, qui ont des attentes de la société, se trouvent vraiment déconnectés avec ce qu'on leur propose ou ce qu'on leur impose. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on se retrouvait sur la période Lombard, la période de suicide, où on poussait les gens à la mobilité forcée. Aujourd'hui, l'entreprise propose justement à ce que 669 salariés perdent leur contrat de travail, alors qu'on subit depuis plusieurs années des destructions de l'emploi,
Stop à ce projet de destruction de l'emploi au sein d'Orange. Moi, j'ai vu l'entreprise baisser en termes d'effectifs, monter en termes de charge de travail sur certains métiers, d'autres métiers qui ont été poussés à disparaître, remplacés par la sous-traitance en fait. Et je vois ça depuis que je suis rentré. Ça n'arrête pas. Ça n'a jamais évolué. Ça fait 13 ans maintenant que je suis en CDI, et chaque année, c'est de pire en pire. Je me suis syndiqué et je me suis engagé syndicalement sous la période Richard. Parce qu'on était en crise, parce qu'on n'avait pas assez d'employés pour faire le boulot, parce qu'on craquait tous les uns après les autres. Et c'était la période Richard pour le coup. Et les gens en plus qui partaient à la retraite, ils partaient en laissant tout leur savoir. Ils partaient tristes en fait de ne pas pouvoir transmettre ce qu'ils savaient faire. Toute une expérience, même les anecdotes, il y a plein de choses à transmettre. On se retrouve avec des services où il n'y a plus personne ne connaît le métier, on applique des process, sans même savoir ce qu'on fait vraiment, parce que l'expérience est partie, la transmission n'a pas été là. Ça se fait au niveau des techniciens aussi, on a des services techniques où finalement il y a encore quelques-uns qui connaissent, mais on leur donne rien à faire. On donne l'ensemble aux sous-traitants, et ces gens sont là toute la journée à attendre d'avoir du boulot. Alors bien sûr c'est hyper angoissant, tu sais très bien que ton métier va pas rester comme ça éternellement. Il y a des contrats en fait, des auto-entrepreneurs qui prennent des contrats auprès de nos sous-traitants, et qu'on envoie au charbon sur nos installations. D'ailleurs, il y a eu des accidents mortels parmi nos sous-traitants. Ça fait aussi partie de l'intérêt de la sous-traitance. Se décharger des responsabilités, ce n'est pas nous. Vous voyez, c'est l'entreprise qu'on a embauchée, ils n'ont pas respecté leur contrat. La Cour d'appel a rendu son arrêt, on le sait. Les peines ont été revues à la baisse et les indemnités de nombreuses parties civiles réduites à l'euro symbolique. 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Notre victoire a un goût amer. Nos dirigeants ont le mauvais goût de se pourvoir en cassation, leurs frais de justice toujours couverts par les assurances. Nul besoin de puiser dans les plus de 350 000 € annuels de retraite chapeau que Orange continue à verser. Pourtant, la Cour d'appel le dit bien. Didier Lombard et Louis-Pierre Venès sont coupables. Délinquants, donc. Et voilà la définition du délit. Le harcèlement institutionnel a pour spécificité d'être en cascade, avec un effet de ruissellement, indépendamment de l'absence de lien hiérarchique entre le prévenu et la victime. Autrement dit, nul besoin de connaître sa victime pour en être le bourreau. En vérifiant l'évolution du droit du harcèlement moral, je me suis aperçu que, en 2020, le code pénal avait pris en compte le harcèlement moral dans les couples pour lesquels la victime avait fait une tentative de suicide ou un suicide. Et dans ce cas-là, la peine est portée à 10 ans d'emprisonnement. Mais on a oublié les travailleurs. Il est encore temps de se réveiller, je m'adresse là aux parlementaires, on peut encore voter les lois qui remettent à niveau, en quelque sorte, les peines par rapport à la gravité, à la fois des conséquences et la gravité de la faute qui a été commise par l'employeur. Mais je pense qu'il y a urgence, on a un code pénal qui est complètement incohérent de ce côté-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en sortant du procès, on peut imaginer qu'il y a des leçons de retenue? En 10 ans, ça a bien évolué, la jurisprudence a aussi évolué entre les deux, ce qui a permis d'arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était... Déjà, on se disait, si on peut avoir un procès, ce serait déjà pas mal. On a suivi la voie que vous avez tracée à France Télécom, et on sent bien quand même qu'il commence à y avoir un petit changement, parce que les managers qui suivent les règles de la direction se rendent compte que qu'ils sont touchables, quoi. J'espère juste qu'on va réussir à avancer, trouver une solution qui nous permettra de ne plus se retrouver dans les tribunaux. C'est pas notre rôle en tant que syndicaliste. Notre rôle, c'est de défendre les salariés à l'intérieur de l'entreprise, pas à l'extérieur. Ouais, je pense quand même que le droit, c'est l'expression à un instant donné des rapports de force entre les classes. Je pense que le mouvement syndical là a quand même comme responsabilité de faire peser sur la société que le travail est malade. Et que ça, les parlementaires, on a intérêt à les interpeller de manière coordonnée, unitaire, permanente là, sur ces questions-là, parce que c'est la question de demain. Oui, je pense vraiment qu'il y aura un avant et un après France Télécom. C'est une décision qui est historique et qui est majeure. Parce qu'elle traite d'une question de santé publique et c'est vraiment la souffrance au travail dans ce qu'elle a de plus extrême et de plus tragique. Et puis il y a cette notion de harcèlement moral institutionnel qui est consacrée, qui va permettre de faire rentrer dans le champ de la répression du harcèlement moral beaucoup de situations qui en étaient jusque-là exclues. C'est vrai que moi, en tant qu'avocate travailliste, je prends conscience aujourd'hui à la lumière de cette décision que du harcèlement moral institutionnel, il y en a dans beaucoup d'autres entreprises. Et qui peuvent se décliner de manière totalement différente. Voir monsieur Lombard passer du statut de manager de l'année à celui de délinquant, aujourd'hui, je pense que oui, ça peut faire réfléchir un certain nombre de dirigeants. Là où les employeurs n'ont cessé de dire... C'est un peu l'illustration du proverbe charbonnier maître chez lui. Je fais ce que je veux. Eh bien non, tu fais pas exactement ce que tu veux. C'est pas seulement les questions de harcèlement moral, c'est que par la question de la préservation de la santé, on arrive à remettre un tout petit peu en cause un pouvoir qui était inexpugnable, celui de l'organisation du travail, celui du charbonnier, quoi. Il y a une chose sur laquelle l'employeur n'a aucun droit, mais aucun, c'est de porter atteinte à la santé, à la vie, à la dignité. Je pense que tous les militants que nous sommes, syndicalistes et militants associatifs, sur cette question de la santé au travail, nous le voyons comme étant le levier principal sur lequel on peut reconstruire la démocratie dans l'entreprise. Ces deux procès de France Télécom auraient dû être l'occasion pour qu'on ait des mobilisations syndicales, sur notamment la question des risques psychosociaux, parce que tout le monde constate que ça explose partout. Et malheureusement, c'est toute la faiblesse, je crois, de l'implication des centrales syndicales sur les questions de santé au travail, c'est que ne se sont mobilisés que les syndicats issus de France Télécom à l'occasion de ces procès. Si on arrivait à enclencher quelque chose là-dessus, il me semble que ce serait un résultat positif après des années de défaites sur la question du droit du travail. Et c'est le point sur lequel on pourrait tenter une jonction avec un autre phénomène,
qui alors à l'époque était complètement ignorée de nous et des gens, c'est la question climatique. C'est la question climatique. Sur la question de l'environnement et du climat, on a des points de jonction avec les conditions de travail. Et là, on a peut-être un biais vers l'hégémonie culturelle dans la société. Je me dis, c'est peut-être un cycle. Et on va toucher le fond et peut-être on va remonter et que ça va finir par... Les mentalités, là, justement, peut-être changent. Il y a plus de gens qui se syndicalisent, il y a des gens dans la rue. Peut-être qu'on va peut-être voir le travail autrement, on va peut-être essayer de changer les modèles d'entreprise de l'intérieur parce que les employés ne voudront plus travailler de cette manière-là. Pourquoi est-ce que les partis politiques sont aussi incompétents en termes d'organisation du travail et de contenu du travail? Pourquoi ils ne se préoccupent que de questions d'emploi, de questions de salaire, de questions de stabilité des statuts? Pourquoi est-ce qu'il y a cette peur de prendre à bras le corps la question de l'organisation du travail? Mais quel droit avons-nous? Quel droit avons-nous quand dans l'entreprise on n'a pas le droit d'ouvrir la bouche, de critiquer, de demander quoi que ce soit? Quel droit avons-nous? Et quel droit avaient jusqu'à récemment encore les femmes, quand elles se faisaient battre, de trouver que c'était pas normal? Il faut, de la même manière que la société avance sur la question des femmes, sur la question des libertés sexuelles, il faut avancer sur les questions de liberté du travail. Dans la définition du travail de l'OIT, il y a le fait que le travail doit se conformer aussi à ce qu'est l'homme ou la femme. Et donc, l'homme ou la femme, il y a un désir d'autonomie minimale qui est absolument intrinsèque, qui nous appartient. Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose, à la fois individuellement et collectivement, évidemment, en plus de droits dans l'entreprise? Quand tu parles de la réserver une sphère d'autonomie aux salariés, c'est encore une logique de pouvoir, donc de limitation du pouvoir. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut juridiquement essayer de construire des limitations du pouvoir. Il y a la voie parlementaire qui est un outil, un instrument, mais il y a surtout, dans le débat politique tel qu'il se déploie aujourd'hui, une difficulté majeure, c'est que, qui est une forme de paradoxe et de mensonge un peu, d'agiter la fumée du nous, on est pour le travail et vous êtes contre le travail, qui pourrit complètement et qui nous empêche d'être audibles sur ces questions-là. On est finalement sur une politique qui est très anti-travail, mais qui se défend comme étant la promotrice de la valeur travail. Donc, et ça, c'est très difficile dans le débat public aujourd'hui parce qu'on est complètement pris à contre-pied de ça. Il faut le reformuler. Qu'est-ce que c'est le travail aujourd'hui dans une société post-productiviste? Clairement, là, pour le coup, le féminisme nous montre la voie. C'est-à-dire qu'il faut transformer le travail d'une activité productiviste en une activité de care, une activité de soins des clients, des usagers, des destinataires du travail, de soi-même aussi. Et puis de l'environnement aussi, parce que de plus en plus, on voit bien que les travailleurs et les travailleuses souffrent, ne supportent plus de devoir contribuer à alimenter la machine de la croissance, de la consommation, du consumérisme. Pour mettre en lumière tout ce que le travail version productivité à fond pour rien, et qui brise les corps et les esprits, amène. Et puis faire des propositions beaucoup plus... Ils ont envie de respirer un peu, de se dire qu'il y a autre chose qui est possible. Voilà Bridge, le nouveau siège social d'Orange. Aujourd'hui, Orange n'en a pas fini avec les suicides, les réductions d'effectifs et les réorganisations permanentes. La brutalité des années noires a été rhabillée avec des vêtements plus présentables, la bienveillance proclamée, le travail libéré, les séances de méditation, de yoga, les espaces de détente. Le syndicalisme fait face à un défi historique. D'un côté, la persistance massive d'un management toxique, de l'autre, l'éparpillement des statuts professionnels, la multiplication des auto-entrepreneurs, l'isolement du télétravail. D'un côté, des jeunes rejetant un travail vidé de son sens, de l'autre, des travailleurs hyper précaires, loin des collectifs, prêts à tout pour un emploi. Ajoutons à cela le démontage pièce à pièce du droit du travail depuis plus de 30 ans. Comment le syndicalisme peut-il se renouveler, inventer, s'ouvrir à toutes les composantes d'une société malade du travail? Peut-on vraiment continuer à croire que l'avenir des hommes et des femmes est dans un travail qui perd brutalement tout son sens? La jeunesse paie le prix fort de cette chute abyssale. Précarité extrême, emploi stérile et humiliant, mépris d'une classe dirigeante qui étale son luxe, sa futilité et son exigence du toujours plus, alors que la vie de la planète s'étiole. Pouvons-nous laisser ce champ de ruines à nos enfants? Car nos enfants ont la rage de vivre le bonheur élémentaire d'un nouvel été qui ne leur brûle pas les ailes. Ils sont l'avenir. Prenons soin de leur lutte et de leur désir de vivre. Par la fenêtre ou par la porte, je vais, je viens, je passe comme un vaurien.